Bonjour et bienvenue sur la chaîne des créateurs de monde, je suis Greg, et aujourd'hui nous allons voir un logiciel très pratique si vous avez envie d'écrire un roman ou écrire une histoire, un logiciel qui n'a rien à voir avec un traitement de texte, qui n'est pas non plus un générateur automatique de romans, il vous faut quand même écrire, mais qui peut vous rendre vraiment des services au quotidien. Alors je vous présente Bibisco. Alors vous pouvez aller sur bibisco.com et vous allez trouver dans Download la possibilité de télécharger une version communautaire, une version gratuite qui est déjà très complète. Voilà. Après vous pouvez prendre une version supporter que j'ai moi que j'utilise puisque j'avais vu le prix. C'était intéressant par rapport à ce que ça offrait en plus, mais je dirais que c'est totalement utilisable déjà en version free. Il n'y a pas forcément besoin d'investir, surtout si c'est pour tester le produit dans un premier temps. Alors je vais vous le présenter par rapport au projet qu'on a réalisé dans le magazine 10 et 11, un projet de roman qui s'appelle Tokyo Harappa, qui fait suite en fait au dossier sur la méthode Vogler et Campbell pour comment créer une histoire. Alors une méthode qui est en 12 étapes. Et ça a été appliqué donc pour un projet de scénario, et ensuite décliné sous la forme d'un roman. Donc ce que vous voyez à l'écran, c'est un récapitulatif du projet, vraiment le tout démarrage du projet, puisque le but en fait dans le magazine, c'était pas seulement de montrer l'utilisation du logiciel, puisque le logiciel est quand même simple d'emploi, mais surtout comment on réfléchit, comment on s'en sert pour aller en profondeur dans la structure du roman. Comment utiliser tout le système de chronologie par la suite, comment avoir gérer plusieurs lignes temporelles différentes. Enfin voilà, tout ça, ça peut paraître un peu compliqué. Je vais pas vous le dire vraiment, je dirais dans cette vidéo parce que c'est pas le but. Là, je vais vraiment vous montrer les fonctionnalités générales du logiciel. On fait un tour d'horizon rapide. Donc là, ce qu'on peut voir en fait, c'est juste un résumé de ce que je vais vous montrer après. Sachant que pour ceux qui aiment, qui ont besoin par exemple de se fixer un objectif de 1000 mots par jour, eh bien ils peuvent toujours indiquer ça dans les objectifs. Mais c'est vraiment secondaire. Moi je m'en sers pas comme ça. Alors, architecture du projet, on va retrouver les grandes idées du roman. Là c'est vraiment le côté, quand on est sur papier, qu'on note ses idées. Quelle est l'idée première du roman ? Quel est le plan qu'on se fixe. Alors bon, là il y avait déjà les 12 étapes qui avaient été renseignées. Quelques éléments sur l'environnement. Bon, je dirais des petites choses un peu simples, mais qui servent à se poser quand on est en début de projet. Et puis le fil narratif, alors ici on ne voit que le principal, mais on peut aussi créer les fils narratifs secondaires. Comme c'est pareil, comme c'est un début de roman, il n'y a que le principal là qui est renseigné. Ensuite, on a la partie personnage. Alors c'est là que je dirais que l'outil commence à montrer son potentiel. Ici, donc, on voit 3 personnages principaux et 3 personnages secondaires. Bien sûr, dans le roman, il y en a d'autres. Mais là, je vous dis, on est en début de projet. L'idée, c'est de mettre vraiment ceux qui sont dans l'histoire déjà générale, celle qui était pensée. Ensuite, il y a des personnages qui se créent, qui se pensent quand on est déjà en train de rentrer plus en détail dans chaque partie. Donc les principaux. Alors, quand il s'agit d'un personnage secondaire, je vais commencer par là parce que c'est le plus simple, c'est juste en fait une fiche où on va rentrer différentes informations. Voilà, c'est rien de particulier. Par contre, dans les personnages principaux, on a un questionnaire beaucoup plus poussé. Ce questionnaire, évidemment, si on regarde, je ne sais pas combien il y a de questions, mais c'est énorme, ça marche par question. Là, si je regarde les informations personnelles, vous voyez, il y a 12 questions là-dedans. Si je vais dans, je crois, psychologie, il y en a pas mal. Il y a 62 questions. Évidemment, on ne remplit pas ça au début. Ça peut vous aider à fixer vos idées sur les personnages. Et par la suite, quand vous écrivez le roman, eh bien, vous pouvez revenir dans cette partie-là et renseigner des éléments supplémentaires. Ce qui va vous permettre aussi de savoir, finalement, si vous en avez déjà parlé ou pas. Ça peut être important. Donc là, c'est votre méthode de travail s'ajuste en fonction de la façon dont vous travaillez.
Donc plusieurs parties, informations personnelles, identité, etc., les traits physiques, coiffure, couleur de peau, enfin bref, toutes les questions traditionnelles, les comportements, attitudes, qui peuvent parfois se rapprocher des questions sur la psychologie, idées, passions, pareil, la sociologie, quelles sont ses relations avec les autres personnages, quel est son background, sa vie en fait avant l'histoire, et puis, bon, là je dirais, ce sont vraiment des questions générales, mais peut-être le plus important, ce sont les deux dernières, c'est le conflit à la fois interne et externe. Bon, ça va plutôt parler aux auteurs, puisque en fait c'est un peu je dirais le ressort d'une histoire. Si on veut une évolution du personnage, souvent ça part d'un conflit qui se résout au fur et à mesure de l'histoire. Donc là, ce sont les éléments qu'on peut entrer à ce niveau-là. Et évidemment, une photo pour les personnages. Moi, j'ai mis des photos d'acteurs parce que ça me permet de visualiser un peu, mais ça peut, effectivement, ce n'est juste qu'une indication. Ensuite, les lieux. Alors les lieux, déjà, quand on a renseigné tout à l'heure, je vous ai dit, il y avait déjà un plan, il y avait 12 étapes, donc l'histoire était déjà écrite du début à la fin, mais sous la forme d'un résumé. Donc je sais déjà quels sont à peu près les lieux principaux, mais il y a des lieux qui s'ajoutent, il y a des choses qu'on ne pense pas. Par exemple, quand j'ai commencé à renseigner les éléments, là où vous voyez, vous n'avez pas d'image, c'est des choses que j'avais oublié de renseigner, parce que pour moi c'était des lieux un peu secondaires. L'appartement de Chandra, il y a plusieurs scènes qui se déroulent dans l'appartement. Pareil un petit peu pour, je dirais, l'institut de Cryoni, il se passe plusieurs scènes dedans. Donc j'y ai pensé. L'hôpital, il n'y a qu'une seule scène. L'amphithéâtre, il n'y a qu'une seule scène. Vous voyez, donc c'est des choses... Alors pourquoi on les renseigne ici? Vous allez me dire, parce que déjà, ça permet de renseigner des éléments, et pareil, par la suite, si jamais vous revenez dessus, vous savez ce que vous avez déjà dit dans les chapitres précédents. Mais surtout, ça vous permet de travailler le terrain, de préparer un peu à l'avance. Là, il est question d'un parc à un moment donné. C'est un parc de jeux qui doit se trouver pas très très loin de l'appartement de Chandra. Alors moi, je ne suis pas un expert du Japon. J'ai quand même bien étudié les dispositions des lieux. Il y a un parc que j'avais envie d'utiliser, mais il se trouve un peu trop loin. Donc c'est au niveau, je dirais, de la crédibilité de l'histoire, du réalisme, il vaut mieux que je trouve un autre parc. Donc ce sont des recherches documentaires qu'il faut faire. Et dans les lieux, on peut les intégrer. Mais c'est pas par plaisir qu'on rentre lieu, personnage, et vous allez voir les objets. Il y a vraiment un intérêt par la suite. Ça, restez concentrés. Alors les objets. Objets, évidemment, c'est pas les objets... je dirais, c'est pas parce que un des personnages va utiliser un stylo qu'on va le renseigner en objet. Non, c'est un peu comme l'histoire du fusil de Tchekhov. Si à un moment donné, alors Tchekhov c'est plutôt dans le cinéma, si la caméra se pose à un moment donné sur un fusil en gros plan, c'est que probablement il va avoir un intérêt dans l'histoire plus tard. Normalement c'est un peu le but. Là c'est un peu pareil. Il y a des objets qu'on va retrouver tout au long de l'histoire, à certains moments, mais qui sont des objets clés. Pareil, qui font partie soit du conflit, enfin du ressort en tout cas de l'histoire, et c'est bien de les mettre à cet endroit-là. Comme ça, on peut aussi avoir un suivi dans le temps. Un suivi que vous allez comprendre plus tard. On n'y est pas loin, c'est quand on parle des chapitres. Les relations, un tout nouveau menu, qui est intéressant quand même. On a les personnages qui sont en rond, à vide et rond. Alors rond bleu foncé pour des personnages principaux, rond bleu clair pour des personnages secondaires. Et puis on a toutes les relations entre les personnages, mais aussi entre les personnages et les lieux, et les objets. C'est optionnel. On n'est pas obligé de renseigner ça. D'ailleurs, ça se fait assez manuellement, même si le système permet quand même de... il suffit de double-cliquer, on enregistre les éléments, et ensuite, on peut créer facilement une relation entre deux éléments. Mais je dirais que c'est pas... en tout cas, le logiciel ne l'exploite pas beaucoup par la suite. Comme c'est une nouvelle fonctionnalité, bon, on peut imaginer que plus tard ce sera mieux utilisé. Ici, ça nous donne quand même une vision générale, surtout quelqu'un qui devrait se mettre dans le bain assez rapidement. Imaginez, vous envoyez en fait votre roman à un éditeur, vous pouvez lui envoyer quelques éléments de sortie de ce logiciel. Ça peut l'aider à suivre rapidement et à se mettre vite dans l'ambiance du livre. Les notes. Bon, là c'est vraiment le brouillon, le bloc-notes, le post-it. Vous le faites comme vous voulez. Plus intéressant, les chapitres.
Ici, donc, j'ai 10 chapitres. Peut-être qu'il y en aura plus, parce que il y a une idée de fil secondaire et de personnages qu'il faudrait travailler un peu plus pour créer un équilibre, en fait, dans le conflit. Enfin, ça, c'est vraiment lié ici à ce projet de roman. Mais disons que nous avons 10 chapitres ici, et chaque chapitre est découpé en différentes scènes. Une scène, en général, c'est un lieu, une date, et un ensemble de personnages. Voilà. Et d'objets, mais bon, ça c'est les objets un peu spécifiques. On pourrait très bien se dire que chaque scène est un chapitre. Hein. Il y a des livres actuels qui ont 50, 60 chapitres, qui préfèrent cette forme de découpage. Ou alors, on peut se dire qu'au sein d'un même chapitre, on va avoir plusieurs scènes. Bon, là, c'est la façon d'organiser de Bibisco. Après, c'est la forme. C'est le fond. La forme, vous l'organisez comme vous voulez. Donc, à chaque chapitre, on a la raison d'être du chapitre. Mais oui, forcément, parce que si on écrit un chapitre, en général, c'est pour faire quelque chose. Ça va être, par exemple, pour introduire les personnages, pour introduire le conflit. C'est bien de le penser à l'avant. Moi, là-dedans, j'y mets le résumé, par exemple, de mon chapitre. Et puis, les notes qu'on pourrait intégrer. Les scènes, c'est là que c'est intéressant. Je vais rentrer, par exemple, dans l'appel téléphonique, la première scène. Ici, donc, j'ai renseigné juste un texte, le résumé de la scène. Mais il y a aussi un système d'étiquettes qui est ici. Alors, on le voit ici. Et là, les étiquettes, c'est là où on va dire, voilà, la narration va se faire, par exemple, à la première personne. Bon, moi, c'est la troisième personne omnisciente, c'est-à-dire celle qui sait tout. Ensuite, quel personnage apparaît dans cette scène ? Eh bien, je vais cocher tous les personnages qui apparaissent. Où se déroule cette scène ? Ce sont les lieux. Les objets, bon, ici, les deux objets n'apparaissent pas. Quand se déroule cette scène, ça c'est très utile pour la chronologie. Et ensuite, à quel fil narratif appartient cette scène ? Eh bien, là j'en avais qu'un, donc forcément, c'est plutôt rattaché au fil principal. Si j'avais un secondaire, et que ça en faisait partie, je pourrais aussi le rattacher à ça. Une fois qu'on a fait ça, et qu'on a renseigné pour toutes les scènes, là j'en suis pour le chapitre 1, eh bien, on va avoir des éléments intéressants. Par exemple, si je vais dans chronologie, je vais retrouver tous les éléments dans l'ordre. Alors, dans l'ordre, ça peut être intéressant parce que, quelquefois, d'ailleurs, le plus souvent, on aime bien les flash-forward ou les flashbacks, les retours dans le passé ou alors une vision du futur. On aime bien reprendre des fois le background d'un personnage qu'on vient d'introduire, et on le voit dans une scène, soit de son quotidien, ou soit dans un événement marquant de sa vie. Eh bien, dans le livre, c'est pas en ordre chronologique. Et si on veut s'y retrouver, si on veut voir vraiment, est-ce que c'est crédible, est-ce que j'ai bien pensé les choses, ou intégrer ces éléments-là, eh bien la chronologie me le renseigne. Évidemment, si je repars dans le chapitre et que je modifie les dates, eh bien tout se remet, tout change en fait, au niveau ordre. Donc c'est intéressant pour le découpage. Et le découpage, il intervient pas seulement en question de crédibilité, mais aussi de rythme du livre. Vous avez en général une structure qui fait que vous allez avoir un climax à un moment donné. On aime bien aussi les structures, si vous suivez un peu Campbell dans le voyage du héros, il y a un rythme un peu particulier qu'on adopte, et il peut être intéressant d'intercaler des scènes, des fois, pour avoir des scènes d'action et des scènes plus de profondeur où on explore la psychologie d'un personnage. Et bon, c'est très moderne dans cette approche-là. Hein. C'est ce qu'on va retrouver aujourd'hui dans les séries, dans les scénarios, mais aussi dans les livres, dans les romans, quoi. Donc, chronologie très intéressante, mais encore plus intéressant, l'analyse. Alors l'analyse, j'imagine la tête de celui qui est très littéraire et qui aime pas vraiment les chiffres. Ça peut faire un peu peur, évidemment. Mais à y regarder de plus près, c'est vraiment intéressant. Bon là, nombre de mots par chapitre, c'est pas mal parce que ça permet aussi d'équilibrer. Hein. On a des scènes qu'on peut très bien bouger d'un chapitre, suivant, on peut le rattacher à un chapitre ou à un autre, suivant le sens aussi de la scène. Hein. On peut pas toujours le faire. Mais il n'y a aucune raison d'équilibrer des chapitres, mais on peut avoir envie de le faire. Et ça nous le permet. La distribution des personnages. Alors là, je voulais le mettre sur
sur ce projet-là, mais j'ai déjà des projets complets avec des romans finis, et des fois on s'est rendu compte que des personnages apparaissaient souvent alors qu'on les avait pas approfondis, parce qu'on les avait considérés comme des personnages secondaires, ce qui n'était pas le cas. Ce qui veut dire que quand c'est un personnage principal, quand il passe en principal, il est important de le travailler un peu plus, que le lecteur puisse d'ailleurs, il veut en savoir plus en général. Et là, donc, ça nous permet de le savoir. De la même façon, on sait donc là c'est la distribution, mais on a la répartition par chapitre, et puis ensuite on a la liste des apparitions par scène. Voilà, tout se retrouve ici, dans ce tableau. Pareil, l'utilisation des lieux, ça vous permet aussi de savoir quels sont les lieux principaux, en réalité, c'est ceux qui reviennent souvent, et vous pourriez aussi avoir envie de détailler un peu plus, de mettre un peu plus de description. Voilà, même réflexion, même mode pour les objets, et pour les fils narratifs. Voilà, donc on a vraiment des statistiques qui nous aident, mais c'est surtout l'outil, parce que un chapitre, vous avez vu une scène, c'est là, je peux très bien échanger les scènes entre elles. Bon, ou les passer d'un chapitre à l'autre, ça c'est possible. Vous avez aussi ces petits indicateurs qui vous permettent de savoir si vous estimez que c'est en cours de rédaction ou si c'est à compléter. Chaque scène, bon là j'ai mis un résumé, mais normalement on finit par l'écrire. Bon, on peut très bien l'écrire dans un document externe, ou on peut l'écrire directement sur Bibisco. Ce qui fait qu'en fait, vous avez votre roman qui est au complet sur Bibisco. Et vous pouvez l'exporter. Alors vous pouvez l'exporter au format doc, au format EPUB, si vous voulez directement le faire en format mobile. Et vous avez deux formes de documents qui sont générés. C'est-à-dire le roman brut, tel qu'il est, mais vous pouvez aussi sortir le document de projet, en quelque sorte, qui va, dans lequel on va retrouver tous les éléments qu'on a remplis ici. Et je vous dis, ça peut être une grande aide pour un éditeur qui aurait besoin d'avoir une vision rapide des fils narratifs, de savoir comment vous avez travaillé les personnages. Ça peut vous donner des chances supplémentaires. Et en tant qu'éditeur, vous êtes en train de suivre un auteur, et bien grâce à ça, si l'auteur utilise évidemment ce logiciel, parce que s'il faut tout refaire à la main, c'est un peu compliqué, mais ça vous permet de suivre avec lui, de changer du rythme, de rajouter, de retravailler des personnages. On se retrouve vraiment dans un outil qui est vraiment un assistant de création de romans. Il n'écrit pas à votre place, évidemment, mais il vous donne vraiment des outils qu'un traitement de texte ne fait pas. Un traitement de texte, c'est pas fait pour ça. Ça va être pour rentrer votre texte, le modifier, éventuellement faire de la correction, mais ça ne va pas plus loin. Alors, petite remarque quand même, gros manque, je trouve, Bibisco pour l'instant, c'est le côté collaboratif. Alors, c'est vrai que c'est pas courant que plusieurs auteurs travaillent en même temps sur un même roman, mais ça peut arriver. Et puis, je dirais, pour le travail entre l'auteur et l'éditeur, eh ben, ça pourrait être pratique aussi, ce mode collaboratif. Actuellement, ce n'est pas dedans, mais on peut imaginer à l'avenir que ce soit le cas. Donc l'auteur, il travaille depuis de nombreuses années. Il a étudié, je ne vais pas vous refaire toute sa biographie, mais il a étudié toutes les techniques de scénaristique, techniques d'écriture de romans. Alors on lui reproche de ne pas avoir pour l'instant fait un roman de fiction à son nom, mais il suit de nombreux auteurs depuis pas mal de temps. Le logiciel a beaucoup évolué. Il a vraiment gagné en ergonomie, et puis bon, forcément en fonctionnalité également. Donc voilà, c'est... Ne serait-ce que déjà parce qu'on peut le découvrir gratuitement, je vous le conseille. Franchement, ça peut être très intéressant. Après, vous accrochez pas. Il y a des gens qui n'aiment pas. Il y a des gens qui le prennent au pied de la lettre, et là, c'est pas bien non plus, parce que si vous prenez le menu personnage et que vous commencez à répondre à toutes les questions, évidemment, à la fin, là, vous n'avez même plus envie d'écrire le roman, quoi. Puis il n'y a aucun intérêt, en plus. Il faut vraiment vous approprier ces fonctionnalités si vous voulez que ça reste intéressant. Donc voilà, pour rappel, donc magazine numéro 5, toute la technique Vogler-Campbell d'écriture des histoires en 12 étapes, le voyage de héros de Campbell, mais aussi toute l'adaptation faite pour le cinéma par Vogler, qui a inspiré, alors pas George Lucas directement, parce que le Star Wars, on est plutôt en sens inverse, mais de nombreux autres
film par la suite. Magazine numéro 10 et 11 pour le projet Tokyo Arapa, avec une explication détail de qu'est-ce que je choisis, comment je l'utilise, à quel moment. Voilà. Pas un manuel d'utilisation de Bilisco, on va plus loin finalement. On va comment on écrit finalement son roman, comment on pense et comment on le pense avec Bibisco en particulier. A très bientôt, j'espère que cette vidéo vous a plu. Petit pouce pour nous aider, partagez aussi si vous avez des contacts qui sont dans le monde soit de l'édition, soit qui font leur propre roman, qui sont auteurs ou des fois auto-éditeurs. N'hésitez pas, ça peut leur servir, ça peut être une aide vraiment intéressante pour eux. Et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao.